Carte sur table. Carte sur table. Prenez le rendez-vous sur Océan FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 28 mai de l'année 2017. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les différents canaux de diffusion du groupe de presse Le Matinal. Vous êtes sur Océan FM de Cotonou, vous êtes sur Urban FM de Parakou, mais vous êtes également sur Océan TV, la télévision web du groupe de presse. Merci donc de prendre le rendez-vous donc de votre émission socio-politique hebdomadaire Carte sur table. Ce numéro sera encore spécial puisque des invités vont se succéder dans ce studio justement pour opiner sur l'actualité nationale voire internationale. Il s'agit de monsieur Félix Dossa Dansou. Il est le président du parti politique Le Réveil, conseiller communal à la mairie d'Abomey-Calavi, et de monsieur Shakirou Tidjani. Il est le conseiller technique au commerce du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Vous aurez donc la possibilité d'intervenir dans cette émission pour le premier invité à 9h50 et pour le second invité autour de 10h50. Je voudrais donc remercier tous ceux qui nous écoutent depuis les grandes capitales du monde grâce à notre application Océan 98.6 téléchargé sur Play Store. Voilà donc le décor est ainsi planté. Place donc à notre premier invité. Il s'agit bien sûr donc de monsieur Félix Dossa Dansou. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Grâce à Dieu, oui. D'accord, merci. Alors, donc, vous êtes le président donc, du parti politique Le Réveil, conseiller communal à la mairie d'Abomey-Calavi. Par le passé, vous avez occupé donc le poste de vice-président de l'Union fait la Nation, vice-président également pour l'octroi de bourse au Haut Commissariat pour la solidarité nationale. Alors, vous êtes également promoteur d'établissements privés d'enseignement secondaire et universitaire, et également supérieur, pour être plus précis. Oui. Donc, merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Monsieur le Président, la première question, comment supporte aujourd'hui votre formation politique, Le Réveil? Merci beaucoup. Je remercie toute l'équipe de Océan FM pour m'avoir invité pour la première fois sur cette émission qu'on appelle Carte sur table. Et je passe par ce biais pour vous féliciter. Féliciter pour tout ce que vous faites pour le maintien de la démocratie dans notre pays. Merci. Merci pour tout. Alors donc, vous avez posé une question capitale, c'est de savoir comment se porte notre parti politique. Notre parti politique se porte très bien. Très bien. La belle preuve, je suis un élu, n'est-ce pas, communal, bien sûr, à Abomey-Calavi. Oui. Et bien sûr, en alliance avec un parti politique, la Renaissance du Bénin. Voilà. Je suis président de la commission de coopération décentralisée, vous venez de le dire tout à l'heure. Absolument. Et nous avons soutenu la candidature du président Talon. Et il est au pouvoir aujourd'hui, donc nous sommes d'office dans la mouvance présidentielle. Voilà. Donc vous êtes à côté de la marmite, comme on l'a dit. Bon, je ne sais pas si c'est la marmite, on avisera quand même, mon frère. Tout à fait. Alors, justement, quelles sont les actions que vous avez déjà posées depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, disons depuis le 6 avril 2016? Justement, bon, nous avons soutenu Patrice Talon dès les premières heures. Dès les premières heures. Et nous avons œuvré jusqu'à son avènement. Bon, maintenant, nous sommes en train de nous mobiliser autour de son programme d'action. C'est tout à fait normal. Nous tenons des conférences avec nos étudiants, avec nos militants à la base, pour qu'ils comprennent, n'est-ce pas, ce qui sous-tend ce programme d'action. C'est ça. Voilà, c'est ce que nous faisons, nous continuons de le faire jusqu'à ce jour. Oui, on voit également sur le terrain plusieurs partis politiques, on voit même les ministres qui sont dans le gouvernement du président Talon descendre dans les hameaux, dans les arrondissements pour vanter le programme d'action du gouvernement. Au niveau du parti Le Réveil, qu'est-ce que vous avez déjà fait actuellement par rapport à ce programme d'action du gouvernement? Voilà, et je vous ai dit tout à l'heure que nous mobilisions nos militants. Et vous dites quoi? Et nous leur expliquons ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le PAG. C'est tout à fait normal parce que vous ne pouvez pas faire le bonheur de quelqu'un sans son avis. Il faudrait que la personne comprenne ce que vous voulez lui faire. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Bon, parce que, puisque le gouvernement aura besoin de soutien de tout le monde, de tous les Béninois. Donc, il va falloir que nous expliquions, n'est-ce pas, à la population à la base, ce que c'est que ce programme, le contenu de ce programme, l'importance, ce que cela nous donne.
Voilà ce que les effets positifs de ce programme, n'est-ce pas, dans l'avenir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne œuvrons pas pour aujourd'hui, mais nous œuvrons pour l'avenir. Donc, c'est pour cela, on parle du développement durable. Voilà. Alors, Monsieur Félix Dossadansou, il n'est plus un secret pour personne aujourd'hui. Le rôle essentiel d'un parti politique, c'est donc de participer à l'animation de la vie publique, de la vie politique pour être plus précis, et de conquérir et d'exercer donc le pouvoir. Alors, que fait aujourd'hui le parti Le Réveil pour gagner les élections législatives de 2019 déjà, puisque nous sommes à pratiquement 1 an et demi. Merci beaucoup et je pense que vous êtes vraiment rentré au fond de mon cœur. Nous sommes en train de nous mobiliser déjà. D'ailleurs, même le comité préparatoire du congrès est à pied d'œuvre. Vous tenez votre congrès business. Nous allons tenir notre congrès le 24 prochain, le 24 juin prochain. Notre congrès de refondation, c'est au vu de cela que nous allons prendre des décisions d'aller aux élections législatives. Vous serez candidat à votre propre succession au niveau du parti Le Réveil. Mais vous savez, c'est si les militants, les congressistes voudront bien que je sois toujours président du parti, mais je ne pense pas, je ne peux pas me dérober à ce désir. Mais le contraire est étonné. Bon, je ne sais pas. On connaît un peu la vie des partis politiques au Bénin. On sait que le président, c'est le tout-puissant, parce que c'est lui qui sort l'argent, c'est lui qui fait tout, il est tout à la fois. Donc, on a du mal justement à le destituer, un peu comme, c'est vrai que ce qui se passe à la RB, nous allons revenir sur cette question tout à l'heure. Oui. Il est très difficile donc de destituer un président qui finance le parti politique. Mais vous savez, le regroupement d'un parti politique, c'est l'ensemble des femmes et des hommes qui ont la même ambition, n'est-ce pas, d'œuvrer dans une vision pour pouvoir, n'est-ce pas, acquérir le pouvoir. N'est-ce pas? Oui. Si c'est ça, mais le président du parti doit savoir qu'il gère les hommes. À partir de ce moment, il doit avoir quand même des opinions, il doit avoir des divergences que nous devons gérer, chacun à son niveau, pour que le parti puisse tenir. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau du parti Le Réveil. Et je pense que ce qui se passe à la RB, tu as dit tout à l'heure qu'on en parlera tout à l'heure, je me réserve parce qu'il y a un prononcé sur ça. C'est ça. Alors, oui, c'est vrai que l'échec des partis politiques aujourd'hui ne cesse de s'affirmer au fil donc des échéances électorales. Les partis n'ont plus une emprise significative donc sur les électeurs, parce que les réformes du système partisan sont plus que nécessaires au sein donc de la classe politique béninoise. Est-ce que vous, à votre niveau, au sein donc du parti Réveil, vous êtes pour le système partisan actuellement? Oui, vous savez, il est grand temps pour que les Béninois réfléchissent un peu plus profondément par rapport à la gestion partisane. C'est ça. Et moi, nous sommes depuis un certain moment en alliance. Tu as dit tout à l'heure dans la présentation, on a été à l'Union fait la Nation, et nous sommes dans l'alliance RB-RP aujourd'hui. Et nous avons fini les élections communales et législatives ensemble. Pour les présidentielles, notre protocole d'accord s'est arrêté à ces 2 premières élections. Alors pour les présidentielles, chacun allait de son côté parce qu'il est question de choisir le président de la République, le président de notre pays. Alors par rapport à ça, nous n'allons pas suivre quelqu'un aveuglement. Donc, il est question aujourd'hui que nous réfléchissions davantage pour les grands regroupements. C'est ça. Les grands regroupements. Certes, chacun doit avoir, n'est-ce pas, son entité politique. Ce qui va lui permettre, n'est-ce pas, de conquérir le terrain. Tout comme ce qui se passe un peu partout, même en France. Il n'y a pas que 3 partis en France, il y a plusieurs partis, mais regroupés dans des grands rassemblements, et ce qui leur a permis, n'est-ce pas, de prendre tout le terrain, et on parle de partis socialistes, on parle des républicains, la droite, tout ça aujourd'hui, mais c'est tout à fait normal. Bon, maintenant, si vous avez votre entité politique et vous constatez que le regroupement politique dans lequel vous êtes, eh bien, les ambitions ne correspondent plus, n'est-ce pas, à votre désir, à ce que vous avez comme vision, mais vous êtes libre, parce que nous sommes, depuis la conférence nationale, nous sommes dans la liberté d'expression. Et chacun doit réfléchir pour dire, qu'est-ce que je vais faire pour mon pays? Alors, donc, je ne suis pas condamné, emprisonné, pour dire, je dois rester là nécessairement. Seulement qu'il faut avoir raison garder.
et peut-être demain donnera raison à tout un chacun de nous, il faut nécessairement des grands regroupements politiques et je suis obligé d'appartenir à un grand regroupement politique demain. Et mon parti est aussi obligé de rester dans un grand regroupement politique demain pour que chaque fois nous puissions conquérir le pouvoir et l'avoir. Oui, c'est vrai que le président Patrice Talon n'a pas un parti politique. Il y a donc des partis qui gravitent autour donc de sa personne, autour donc de son institution, puis c'est une institution désormais le président de la République. Alors dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas sera pas une sorte de débandade pendant les élections de 2019 ou bien déjà vous vous réunissez au niveau donc des partis qui soutiennent justement le président Talon pour les perspectives bien sûr donc de ces élections-là? Oui, mais justement, bon, vous avez dit que le président Talon n'était d'aucun parti politique, ça c'est vrai, mais... il ne veut pas gouverner sans les partis politiques. Oui, il ne peut pas gouverner sans parti politique. Ça c'est clair. Et c'est pourquoi nous devons l'entourer. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas cet homme au monde qui ne soit politique. Ce n'est pas vrai. Parce que si je ne peux pas m'occuper des partis politiques et c'est de mes affaires personnelles que je vais m'occuper, il y a quand même des partis politiques que je peux aider à évoluer sur le terrain. Donc c'est pour cela que je ne vois pas là où se trouve la question. Tu sais, le président de la République doit aller voter pour quelqu'un. Il vote toujours. Comment on peut dire qu'il n'a jamais fait la politique? Non. Mais c'est un citoyen de ce pays. Il connaît le pays. Il est avec nous, il a été toujours avec nous. Et c'est pourquoi lorsqu'il est venu, nous l'avons vu capable de gérer. Ce n'est pas nécessairement un président du parti politique qui va dire, bon, écoutez, moi je vais être président de la République. Il peut l'être. Il peut l'être s'il a la gabarit qu'il faut, s'il a tout ce qu'il faut, il peut l'être. Oui. Voyez-vous, ça, ce n'est pas exclu. Mais si quelqu'un est capable de le faire, il faut qu'on lui remette le siège. Et c'est ce que nous avons fait. C'est vrai qu'on a remarqué l'échec des partis politiques depuis 1990, puisqu'il n'y a jamais eu un président des partis politiques élu président de la République. On a vu un peu avec Nicéphore Dieudonné Soglo, on a vu avec le président Mathieu Kérékou, on a vu également avec le président Boni Yahi et maintenant avec le président Patrice Talon. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a encore l'impression que les militants ont pris confiance aux partis politiques? Vous savez que l'histoire peut changer demain? Oui, mais pour l'instant, tout à fait, mais jusqu'à maintenant, ça dépend de l'ambiance politique dont on a vécu par le passé pour que ces événements arrivent. Demain, nous ne savons pas aujourd'hui l'ambiance politique qui va rayer, ça peut connaître des changements. Donc, dit que les gens n'ont plus confiance aux partis politiques, les électeurs, je ne suis pas sûr. Si les gens n'ont pas confiance aux partis politiques, dis-moi, qu'est-ce qui fait que de ces partis politiques sortent des députés à l'Assemblée? C'est ça le problème, c'est ça la question. Ça veut dire que les gens continuent toujours d'avoir confiance aux partis politiques. Mais lorsqu'il s'agit d'élire un président de la République, on constate que les gens, ils viennent, ils décident, eh bien, on est obligé de les soutenir quand on voit qu'ils sont mieux que ceux qui sont sur le terrain. Et notre constitution aussi en a porté franc. Vous savez bien. Parce qu'on n'a pas dit que les présidents de la République sortiront des partis politiques. C'est ça. Mais c'est ça qui a donné, n'est-ce pas, la lumière, la route, la piste à tout ce qui se passe aujourd'hui. Bon, voilà, c'est dommage. Lorsque le président Patrice Talon a envoyé la révision de la Constitution, le projet de la révision de la Constitution à l'Assemblée, ça a été rejeté. Je pense que tout cela sera corrigé. Tout cela sera corrigé. Il n'y a pas question qu'on s'affole pour ça. Voilà. Justement, quand vous parlez ici du président Patrice Talon, un peu plus de 13 mois au pouvoir, le chef de l'État continue donc d'imposer son style de gouvernance, et malgré donc l'ampleur des défis. Alors, monsieur Félix Doussa Danso, si on vous demandait d'apprécier son bilan sur le plan politique, que direz-vous? Sur le plan politique, voilà. Je pense que le président Patrice Talon, depuis son avènement, n'a pas pris la décision, n'est-ce pas, d'œuvrer autrement sur le plan politique. Et pourquoi? Parce qu'il y a un projet de société qui devrait défendre. C'est ça. Et il y a également question de préparer, n'est-ce pas, le programme d'action. C'est une feuille de route
et selon laquelle il doit évoluer pendant 5 ans pour pouvoir satisfaire les citoyens. C'est qu'il a mis l'accent beaucoup plus sur les réformes politiques et institutionnelles. Et c'est pourquoi il a mis l'accent sur les réformes. Donc, c'est pour cela que je ne peux pas dire aujourd'hui que Patrice Talon a pris des initiatives pour les partis politiques. Mais ce qu'il a fait, et que c'est bon, c'est qu'il a souhaité, dans le projet de la révision, il a souhaité des regroupements politiques de tous les partis politiques. Ça aussi, il a ce souci. Le souci d'être comme, n'est-ce pas, les anciens pays, sinon les anciennes démocraties, comme la France, comme les États-Unis. On a voulu les copier, on a voulu être comme eux. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Sinon, cette multiplicité de partis politiques dans notre pays, n'est-ce pas, n'augure pas le sérieux. Donc vous regrettez le rejet du projet de la révision? Je regrette sincèrement le rejet. Je regrette sincèrement le rejet, mais ce que je regrette de plus, c'est que ce rejet-là n'est pas lié à l'intérêt général de la nation. Ce rejet, oui, c'est seulement la haine. La haine, c'est oui, c'est seulement la haine, parce que les gens ont voulu, n'est-ce pas, je ne sais pas, montrer au président Patrice Talon que ce n'est pas tout ce qu'il dira qui va passer. Qu'est-ce que ces gens-là, selon vous? Moi, vous savez, ceux qui n'ont pas voté pour la révision de la Constitution. Vous parlez des 23 députés. À l'Assemblée, les 23 députés, et surtout les 3 qui ont fait la balance. Qui sont proches du pouvoir encore. Oui, mais il y a un déjà qui a regretté ce qu'il a fait. C'est ainsi que les autres regrettent aussi. Mais vous parlez bien sûr de Tidjani Afo, bien, qui est devenu, il est instable, lui, on ne le croit plus. Peut-être d'ici demain, il peut encore changer d'avis. Parce qu'on a vu tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec un voile-face à un point finir, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas totalement... Il est assis sur plusieurs chaises. Vous savez, dans une société, il y a toujours des gens irrésolus. Et nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, les empêcher d'agir tels qu'ils sont. Et c'est ce qui s'est passé. Donc vous pensez que si le projet revient aujourd'hui, eh bien, ça sera comme il est à la poste, selon vous? Je pense que si le projet de la société revient aujourd'hui à l'Assemblée avec le soutien des 59, vous avez suivi, oui, le groupe des 59, avec tout ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée, ça va passer aisément. Je pense bien, mais nous n'avons pas que ça à faire. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Nous pensons nous accrocher à la révision de la Constitution jusqu'à faire 2 ans au pouvoir. Le président l'a dit. Il a beaucoup de choses à faire. Il doit faire réussir son projet de société. Il doit faire réussir le programme d'action du gouvernement. Donc, à partir de ce moment, eh bien, nous allons évoluer. On verra la suite. Voilà. Oui, mais on parle bien sûr du bilan sur le plan politique. C'est vrai qu'il y a eu l'installation des 12 préfets dans les départements que compte notre pays. Ça fait partie bien sûr des innovations que nous avons notées pour les chefs de l'État. Oui, il y en a d'autres aussi, c'est vrai. Mais on a constaté également que les partis politiques ne parlent plus. Il y a un mutisme assourdissant. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que tout va pour le mieux, tout va bien au Bénin, c'est ça? Bon, mais j'apprécie beaucoup votre manière de prendre les choses parce que vous avez dit qu'il y a un mutisme assourdissant. vous savez, le président Patrice Talon est un homme de courage. C'est ça. Et je l'apprécie beaucoup et je me suis dit, je ne me suis pas du tout trompé de l'avoir choisi. C'est ça. Vous voyez? Bon, et cette répartition territoriale, nous avons constaté que les gens hésitaient, n'est-ce pas, de désigner les chefs-lieux des nouveaux départements. Depuis Mathieu Créco jusqu'à ce jour. Bien, alors donc, Soglo avait voulu tenter quelque chose, mais il n'a pas pu. Yahi Boni a voulu le faire. Mathieu Créco était revenu, il a voulu faire. Yahi Boni est venu, il a voulu faire, mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette crainte qui consiste, n'est-ce pas, de créer des troubles dans le pays, et ce qui peut les empêcher de revenir au pouvoir. Ça, c'est politique, nous comprenons. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est arrivé et qui dit, je ferai seulement un mandat. Je ferai un mandat, mais il faudrait que je remette tout sur les rails. Parce que notre pays souffre. Il souffre de certaines choses, des réformes structurelles, des réformes institutionnelles. Il va falloir que
qu'on mette, n'est-ce pas, le pays sur les rails à partir de... Parce que c'est le piédestal même, n'est-ce pas, de tout développement, les réformes. C'est tout à fait normal. Mais les gens sont en train de troubler. Mais ce n'est pas grave. Mais il a pris son courage à deux mains et il a désigné les chefs-lieux. C'est formidable. Et aussitôt, il n'a même pas attendu à ce que les sièges de ces chefs-lieux soient construits, mais il a désigné les préfets de chaque, parce qu'il est pressé. Il veut faire un travail du développement à fond. Il veut couvrir tous les territoires béninois. Vous voyez? Parce que quand il y a un préfet qui s'occupe, n'est-ce pas, d'un département, vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui est destiné à ce département ira dans ce département pour son développement. Tout à fait. Alors, donc, le président ne veut pas faire un développement superficiel. Et c'est pourquoi il a décidé de le faire de cette manière et nous le soutenons pour ça. Ça aussi, c'est un courage politique et on l'apprécie. Voilà, puisqu'on parlait bien sûr du bilan, alors sur le plan économique, c'est vrai qu'il y a cette morosité économique qu'on a constatée depuis un certain temps sur le plan national. D'aucuns disent que l'argent ne circule plus, que voilà. Et vous, à votre niveau, si on vous demandait de faire ce bilan des 13 mois du président Patrice Talon sur le plan économique, que direz-vous? Ben, vraiment, je suis désolé par rapport à ce que les gens disent. Vous savez, lorsque le président Talon est arrivé, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. C'est la loi sur le partenariat privé-public. Ça a été voté. C'est pour créer un environnement prospère à toutes les transactions économiques. Voyez-vous? Et jusqu'à présent, personne ne peut dire que les activités de transactions économiques ou bien les actions, les affaires au Bénin sont contrariées par les actions de Patrice Talon. Les conditions sont là. Les conditions sont favorables au développement économique. C'est à partir de là d'abord. On a vu le président Sébastien Diavon qui n'est pas du tout content par rapport à tout ce qui se passe sur le plan économique. Mais il faudrait qu'on me dise ce qui ne passe pas, ce qui ne va pas sur le plan économique. Est-ce qu'il a eu... Qu'est-ce qu'il a dit par rapport, n'est-ce pas, à ce qui ne va pas au plan économique? Moi, je ne voudrais même pas me glisser sur ce terrain-là. Voyez-vous, je ne suis pas là pour faire des polémiques. Mais qu'on voit d'abord les conditions favorables qui ont été créées pour le développement, n'est-ce pas, des affaires au Bénin. Premièrement, d'abord, c'est ça. Voyez-vous? Bien, aujourd'hui, vous devez constater quelque chose. Quand il y a morosité économique, tout ça, vous devez constater que la corruption a ralenti. Parce que les gens ont peur de corrompre et de se faire corrompre. C'est ça. À partir de ce moment, puisqu'il y a une loi sur la corruption qui a été votée également, et le président Talon a dit qu'il ne fera pas cadeau à qui que ce soit dans ce domaine. Alors, il y a la peur. Bon, parce qu'il y a la peur, tout le monde est obligé, n'est-ce pas, de se retrancher, n'est-ce pas, de son revenu mensuel. Par rapport à ça, il doit avoir nécessairement une certaine révision de savoir-vivre. Justement, c'est pas seulement au niveau donc, des agents permanents de l'État, il y a également le déguerpissement qui a causé beaucoup de dégâts et qui fait qu'aujourd'hui, bon nombre de citoyens se sont retrouvés dans les villages pour éviter ce que vous savez. Non, écoutez, vous savez, laissez-moi quand même évoluer un peu. Oui, vous savez bien que notre économie également vit aux dépens du Nigeria. Voilà, c'est un problème crucial que nous devons comprendre. Puisque déjà, le Nigeria, la monnaie du Nigeria a baissé de cours. À partir de ce moment, les gens ont des difficultés à arriver, n'est-ce pas, au Bénin pour faire des transactions. Vous allez au port, les affaires des véhicules d'occasion, tout ça là déjà reflète tout ce que nous sommes en train de dire. Mais on ne peut pas avoir ces phénomènes-là et dire qu'on ne peut pas avoir de difficultés, n'est-ce pas, économiques à l'intérieur. Donc ce n'est pas lié à l'avènement de Patrice Talon. Nous devons comprendre ça là. Bien, alors vous avez parlé du déguerpissement. Je reviens maintenant. Vous voyez le déguerpissement dont vous parlez, moi je ne vois pas. Vous savez? Et bien sûr, ça peut avoir des difficultés, n'est-ce pas, aux citoyens. Oui. Ça, c'est vrai. Il peut y en avoir. Parce que
on a averti. Les préfets ont averti qu'il y aura décapissement. Mais les gens n'ont pas cru parce que les Béninois ne croient pas toujours. Quand on leur dit que ceci va se passer, mais ils n'ont pas cru très tôt. Ouais. Mais il faudrait qu'il y ait changement de comportement. C'est ça qui m'a plu dans cette affaire-là. Le gouvernement a dit, les communiqués sont passés, et ça a été réalisé comme ça a été dit. Ça m'a plu, c'est bien. Mais seulement que j'ai constaté que rapidement les gens se sont rangés. Les gens ont trouvé d'autres formules à leur étalage. Et quand vous rentrez maintenant, quand vous passez sur les rues, vous allez voir qu'il y a la clarté. Il y a la clarté et notre ville est propre. Notre ville est belle. Il faut ça. Mais seulement que les gens ont souffert puisque ils sont obligés d'investir pour réinstaller leurs marchandises. C'est ça. Et c'est ce que nous avons constaté. Bon, cette souffrance peut amener quand même des difficultés. Nous comprenons. Je pense que dans quelques moments, et ça rentrera dans l'ordre. Voilà. Alors, maintenant, sur le plan social, puisque nous parlons toujours bien sûr du bilan, autant pour moi. Alors, donc, le bilan sur le plan social, je crois que c'est là où le bas blesse. Il y a quand même le gouvernement tarde un peu à régler ce problème sur le plan social. C'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, que pendant 1 an, le chef de l'État s'est occupé justement sur les réformes politiques et institutionnelles. C'est vrai, sur le plan économique, voilà, on a démarré petitement, mais sur le plan social, il y a un problème. Oui, mais écoutez, moi, je voudrais vous dire que je vais revenir un peu sur le plan économique parce qu'on n'a pas encore fini. Là, il y a un volet dont on n'a pas parlé. Tout à fait, allez-y. Bon, vous voyez, le PAG a des volets. Et lorsqu'on va mettre ces volets-là en application, je vous dis que le panier ménager sera soulagé. Ça, c'est sincère. Pourquoi je dis cela? Parce que le PAG est fondé sur 2 volets capitaux. Le premier volet, c'est le volet de réforme institutionnelle. Le second volet, c'est le volet des investissements. Alors, qu'est-ce qui est réservé à l'investissement? Il y a un gros montant, je vais dire, 9 039 milliards réservés aux investissements. Ce n'est pas petit. Et ce qui va amener le gouvernement à faire exécuter 45 projets au Bénin. Vous voyez. Bon, ces 45 projets seuls, c'est dans des domaines clés. Domaines clés comme l'agriculture, domaines clés comme la santé, bien sûr, tu as parlé du social tout à l'heure, domaines clés comme on appelle, comme l'eau, comme l'électricité. Vous voyez. Donc, nous ne pouvons que louer ça. Il faut que les Béninois gardent leur patience, qu'ils sachent que ça a déjà commencé. Vous voyez, il y a quelque chose que nous allons aussi remarquer. Vous savez, depuis que le président Talon a pris le pouvoir, nous ne souffrons plus du délettage. Nous n'avons pas parlé de ça. Lorsque le courant est intact, lorsque nous avons le courant, je pense que toutes les activités sont bien possibles. Vous voyez. Donc, tout ceci, c'est à la clé du gouvernement. Il en a beaucoup fait. Et nous ne pouvons pas dire le contraire aujourd'hui. Donc, par rapport à ça, je pense que les Béninois doivent savoir que le président de la République a une pensée très sincère au pouvoir d'achat et cela va se réaliser très bientôt. Parce que le projet, le PAG, au finish, va générer près de 500 000 emplois. Près de 500 000 emplois. Alors, qui peut faire mieux? Laisse-moi vous dire que, de toute façon, ce que le président est en train de faire, ce n'est pas un travail à la va-vite. Le président est en train de conduire l'appareil de manière plus pédagogique possible. Puisque, si vous voyez la conception même du PAG, vous aurez constaté qu'il y a d'abord ce qu'on appelle le diagnostic. Le diagnostic des trucs là, des atouts de notre pays. Voyez-vous, ils ont fait ce travail
Et nous avons constaté que vraiment, le Bénin a plusieurs atouts. Et nous ne voulons pas le comprendre, nous ne voulons pas l'utiliser, nous ne voulons pas les activer. Oui, mais vous savez que nous sommes au Bénin champions en matière de théorie, en matière donc de paperasse. Voilà. Est-ce que dans la faisabilité, vous pensez qu'en 5 ans, le chef d'État pourra effectivement voilà, donner les 500 000 emplois dont il a parlé? Permettez-moi de vous rappeler quelque chose. Oui, c'est vrai, notre pays est un pays qui est assis sur des promesses. Et la promesse, c'est la théorie. La réalisation est toute une chose. Oui. Mais vous avez appris la fois passée que le président de la République a signé des partenariats avec les communes. Oui, tout à fait. Vous voyez, oui, c'est pour, n'est-ce pas, participer, sinon s'impliquer dans le développement à la base. C'est très important. Moi, je suis fier de mon président, je suis fier du gouvernement, je suis fier de ce qui se passe aujourd'hui. Fier parce que votre commune bénéficiera donc de ce... Absolument, nous avons déjà fini avec ce partenariat-là. Nous avons signé déjà. Ah oui. Ah oui, parce que nous devons le faire, parce que c'est pour la première fois dans l'histoire du Bénin qu'on voit un président, un gouvernement s'impliquer dans les affaires du développement à la base, parce que tout était laissé aux mairies. Vous voyez? Mais ils ont réfléchi, j'ai parlé tout à l'heure des diagnostics. Voilà, ils ne sont pas là seulement pour se lever et faire des actions comme on veut, non, non, c'est pas ça. Il faut analyser les choses et chercher des solutions appropriées. Et ce partenariat va démarrer quand? Mais écoutez, laissez-moi vous le dire. Oui. Vous savez que ce partenariat a été signé parce que l'État a constaté la faiblesse dans les investissements publics dans les communes. Ce que nous recevons au niveau des communes, les fonds FADEC ou autres là, n'arrivent pas, n'est-ce pas, à couvrir, n'est-ce pas, toutes les difficultés que nous avons dans nos communes. Et les budgets aussi des communes sont tellement faibles qu'ils n'arrivent jamais à bout, n'est-ce pas, au développement comme on le souhaite. À partir de ce moment, le président de la République, qui devrait se laver les mains pour dire, en tout cas, rien ne me concerne à la base, a décidé, contrairement à cela a décidé, aider les communes, n'est-ce pas, avec des projets. Il y a 4 projets que le président veut réaliser dans la zone Grand Nokoué. Allez-y. Voilà. Maintenant, principalement à Cotonou, il y a un projet que je tenterai vous expliquer. Oui. Voilà. Tout d'abord, à Cotonou, il y a la mise en œuvre du plan directeur d'assainissement pluvial à Cotonou. Parce que vous savez, la mairie de Cotonou a des projets pour pouvoir ne pas régler les problèmes d'inondation, mais n'arrive toujours jamais. Mais il faudrait que l'État central lui vienne en aide. Et c'est ce qu'il veut faire. Il y a le projet de réhabilitation, n'est-ce pas, et de construction des marchés. Le président a décidé, n'est-ce pas, de transformer les marchés en marchés modernes. Ça suffit. Quand vous allez un peu partout dans la sous-région, quand vous voyez les marchés, mais vous allez envier. Vous allez envier. Vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Il faudrait que notre pays, ça change. Vous voyez, si ça se fait de manière propre, surtout la plupart des temps, ce sont les clients venus de l'extérieur qui viennent dans ces marchés-là, mais ce qu'ils voient, c'est ahurissant. Alors, il va falloir que nous modernisions nos marchés pour pouvoir, n'est-ce pas, accroître, n'est-ce pas, les ressources. C'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, le président a lancé un projet qu'on appelle le projet asphaltage. Ça concerne l'aménagement et l'assainissement, n'est-ce pas, de voiries urbaines. Tout à fait. Et cela amène, n'est-ce pas, à la construction, n'est-ce pas, et à la réhabilitation des routes dans les agglomérations. Dans les agglomérations, il y a 380 kilomètres. Ah oui. Pour ne pas me tromper, permettez-moi de... 380 kilomètres, n'est-ce pas, de routes à réaménager dans les agglomérations. Ce n'est pas petit. Et c'est ce que nous n'avons jamais reçu. Il y a aussi le projet du système intégré de gestion des déchets. Ce qui va nous permettre, n'est-ce pas, de créer des emplois aussi aux jeunes.
Alors, donc, et ce partenariat a été déjà signé. L'État est prêt pour faire des études. L'État est prêt pour faire, n'est-ce pas, pour chercher le financement. Les mairies ne donneront que les domaines pour que les choses soient faites. Mais écoutez, ce qui m'enchante dans tous ces projets, c'est que l'État veut faire de Grand Nokoué une grande zone d'attraction. Une grande zone d'attraction. Puisqu'il y aura la construction d'un aéroport qui sera interconnecté avec la ville de Cotonou par une route express. Mais dites-moi, est-ce que ce sont les étrangers seuls qui travailleront là ou bien les Béninois? Vous voyez, l'État a mis 1 an pour préparer ce qu'il va faire. Le financement est déjà là. Ça va démarrer. La construction des marchés dont je vous dis là, ça va démarrer en novembre prochain. C'est ça. Vous voyez? Et dans le 2e trimestre, il y aura aussi d'autres projets qui vont commencer. C'est ça. Le volet social. Oui. Je vais aborder ce volet-là. Et vous savez, le social est très important. Nous avons vu ce que les gens ont fait par le passé. Il y a les microfinances, tout ça là, microcrédits aux plus pauvres. Oui. L'État n'a pas oublié. L'État a déjà mis les fonds à la disposition du ministère de la Famille. Bientôt, les choses vont se relancer. Mais je voudrais vous dire que l'État a créé encore autre chose. Oui. Il s'agit de l'assurance. De l'assurance de près de 300 milliards de francs CFA. De près de 315 milliards. Oui. 315 milliards. Et ceci, c'est très important pour nous tous. Parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, je pense que si nous ne le soutenons pas, nous allons faire échouer son programme. Eh bien, alors, nous devons savoir également que ce problème d'assurance maladie universelle, n'est-ce pas, n'est pas aussi oublié. Il y a l'assurance de renforcement, comment on appelle, j'ai oublié le mot, mais je vais revenir tout à l'heure. Ouais. Je reviens là-dessus, ne vous en faites pas. Ouais. Mais vous savez, il s'agit de trucs là, du projet ARCH. Oui, l'ARCH, oui. Voilà. Oui. Le projet ARCH, c'est l'assurance j'ai oublié le mot, vraiment, ça me fait mal. Attendez, je vais me... Nous allons revenir sur ça. On va revenir sur ça. Oui, tout à fait. On va revenir sur ça. Donc, bref, dans le social, voilà tout ce que le président est en train, n'est-ce pas, de faire. Et nous devons savoir que tout ce qui a été fait par le gouvernement défunt n'est pas oublié, ça va être continué. Donc, par rapport à ça, les gens ne doivent pas, n'est-ce pas, s'en faire pour ce qui est en train d'être fait. Oui, tout à l'heure, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, vous parlez bien sûr donc du projet ARCH, c'est-à-dire l'assurance pour le renforcement du capital humain, c'est ça? Pour le renforcement du capital humain, justement. C'est ça, donc ça que j'oubliais. Qui est assis sur 4 services, à savoir donc la formation, le crédit, la retraite et la couverture médicale. Et c'est d'une valeur de 375 milliards. Voilà, tout à fait, exactement. Merci. Voilà. Alors maintenant, nous allons parler que vous êtes promoteur d'établissements secondaire et supérieur, je l'avais dit tantôt. Ouais. Vous savez qu'aujourd'hui, rien ne va plus entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il est promoteur des établissements privés, justement, d'enseignement supérieur. Hausse le ton aujourd'hui. C'est vrai que le ministre Odile Tanasso a expliqué à l'opinion publique les motivations et la pertinence des réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur de l'enseignement supérieur. L'éducation nationale est placée sous la responsabilité de l'État. Autrement dit, l'État est garant donc de la qualité de l'éducation et de la formation ainsi que les titres décernés. Alors, quand toutes ces polémiques, tout ce que nous constatons aujourd'hui, votre position, vous, en tant que promoteur?
Non, mais et quand vous dites que rien ne marche entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les promoteurs, des promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur, Oui. mais C'est trop dit. mais c'est trop dit, c'est trop dit. Entre vous et entre le ministère de l'Enseignement et le PPS, le patronat. Voilà, peut-être ça. Ben, le patronat, il y a plusieurs patronats justement. Il y a plusieurs patronats. C'est un groupe, n'est-ce pas, de promoteurs qui s'opposent à ce que les examens de licence et de master nationaux ne soient pas, n'aient pas lieu. C'est ça. Voilà. Donc, vous savez, l'État a le droit et le devoir de contrôler ce qui se passe dans l'éducation. Moi, j'ai créé mon université depuis 2003. Alors, depuis 2003, nous avons toujours entendu que plus tard, la licence et le master sera organisé par l'État. Alors, ça n'a pas été fait jusqu'à l'heure où nous sommes. Et maintenant, à l'avènement du président Patrice Talon, la décision a été prise. Mais l'État a le devoir régalien de voir dans tout ce qui se fait, mais déjà dans l'université publique. C'est l'État qui contrôle les choses là-bas. Et pourquoi nous ne voulons pas que l'État contrôle les choses au niveau des établissements privés? Certes, il y a des inspections qui se font. L'État vient contrôler les examens que nous organisons dans les universités. L'État vient contrôler tous les travaux que nous sommes en train de faire. Hein? Bon, mais si l'État le fait, ça ne suffit pas parce que l'État doit voir si le contenu de la formation est une formation adéquate, est une formation propre qu'on est en train de faire pour que ces enfants-là, ces cadres de demain, soient vraiment des cadres compétents. C'est ça. Et pour cela, l'État a décidé de voir la finalité, évaluer avec nous. L'évaluation ne sera pas seulement à l'intérieur des universités. L'évaluation ne serait pas seulement la soutenance parce que l'État envoie des délégations pour, n'est-ce pas, superviser les examens, les licences, les masters que nous organisons dans les universités privées. L'État envoie également une délégation pour superviser les soutenances. Mais je demande, nous sommes nombreux sur le territoire. Est-ce que l'État détient assez de personnel pour couvrir le travail un peu partout dans ces universités? Ce n'est pas possible. L'État a décidé, n'est-ce pas, d'organiser les examens de fin de cycle. Nous ne devons pas nous en opposer. C'est ça. Parce qu'il s'agit de voir si la compétence y est. Mais vous savez, le système LMD n'a jamais exclu le contrôle de l'État parce que ce sont des gens que l'État veut utiliser sur son territoire. Il faudrait qu'on voit si on est compétent pour le faire. Et c'est pour cela que l'État a pris cette décision-là. Et CAMES aussi n'est jamais contre, puisque CAMES n'est pas avec nous au Bénin ici. C'est l'État, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui est avec nous ici et qui doit savoir ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça. Cela n'exclut pas que quelqu'un ne soit pas au CAMES. Donc, à partir de ce moment, j'adhère parfaitement à ce qui se passe. L'examen de la licence se passera pour que l'État ait confiance en nous. L'État veut que les universités privées, n'est-ce pas, inspirent confiance. Voilà. Si vous présentez vos étudiants à l'université, et, non, à cet examen, peut-être licence ou master, excusez-moi beaucoup, mais vous ne savez pas si votre université sera crédible lorsque plusieurs sortiront, n'est-ce pas, réussis de cet examen. C'est à partir de ce moment que moi je dis, si les gens veulent être paresseux et qu'ils restent dans leur paresse, ceux qui veulent travailler, qu'ils travaillent. Je ne suis pas contre les promoteurs qui s'opposent à cette décision. Mais je souhaiterais qu'ils reviennent sur leur position parce que lorsque les étudiants seront délaissés par l'État au moment du recrutement, ils risquent d'être lapidés par les mêmes apprenants qu'ils mobilisent aujourd'hui pour se poser, n'est-ce pas,
à l'organisation de cet examen et licence et master. Donc vous pensez que les étudiants candidats font fausse route par rapport Ils sont en train de faire fausse route. Je pense qu'il faut que les promoteurs reviennent sur leur position et qu'ils sachent que l'État est le seul garant, n'est-ce pas, de l'efficacité des études au Bénin, parce que si Bénin va toujours rester quartier latin de l'Afrique, il va falloir que nous revoyions un peu nos copies. Et le nombre d'étudiants qui vont aujourd'hui dans les écoles privées dépasse, n'est-ce pas, le nombre qui va dans les écoles les écoles publiques, les universités publiques. Donc si nous formons mal les apprenants aujourd'hui, vous savez, l'avenir de notre pays ne sera pas bien géré, puisque nous allons injecter des gens de bas niveau dans la fonction publique, dans les secteurs économiques, et n'allons pas avoir de la performance, de bonne performance. C'est ça qui est vraiment dommage. Désert de compétences, comme on l'a dit. Bon, mais il y aura quand même le désert de compétences, comme le président l'avait dit, justement. Moi, je dis que c'est une prophétie. Alors, il faudrait que nous évitions cela. Voilà. C'est ça. C'est vrai que le colonel Marcelin Zanou a proposé la création de l'Agence nationale pour l'assurance qualité. Bon, je crois c'est ce qu'il a dit avant-hier avec nos confrères, bien sûr, de la chaîne de LC2. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à non, mais je pense que c'est une proposition. Celui qui est, ou bien celle qui est chargée de gérer ce département ministériel verra ce qu'il fera avec cette proposition-là. Mais moi, je souhaite vraiment et que l'on puisse ramener la balle à terre pour qu'on soit prêt à faire ce que le gouvernement a demandé. Parce que c'est aussi un engagement de la part des promoteurs. Nous sommes engagés, n'est-ce pas, à respecter toutes les prescriptions que le gouvernement aurait, n'est-ce pas, adressé à nos universités. C'est ce qu'on avait pris comme engagement avant l'ouverture de nos universités. Nous sommes obligés de respecter. D'abord pour le moment. Je pense qu'on a dit dans 3 ans, on peut évaluer. On verra si ça porte ou bien ça ne porte pas. Voilà. Alors, donc, vous étiez donc en alliance avec la Renaissance du Bénin lors des législatives dernières, donc communales aussi, pourquoi pas. Alors, donc le parti de la Renaissance du Bénin, vous savez, traverse aujourd'hui une zone de turbulence. Le président du parti, Léadi Véléan Soglo, a été exclu donc du parti. Il y a eu donc les différentes déclarations. On a vu le député Boniface Yawitomé, qui est le porte-parole du parti, qui dit que la gestion du président Léadi est solitaire et que le parti n'est pas l'affaire d'une personne ni d'une famille, mais c'est l'affaire de tous les militants. On a eu également la réaction, bien sûr, de Léadi Soglo, celui qui a été destitué. Il dit qu'il y a des dissidents télécommandés. Il n'y a pas si longtemps, le président de la République, Patrice Talon, a subi donc un revers cuisant dans sa volonté de modifier le projet de révision de la Constitution. Donc, on veut me faire payer la prise de position de la doyenne d'âge, Madame Rosine Vera Soglo. Donc, il y a toute cette déclaration à l'emporte-pièce qui aujourd'hui plombe dans le parti. Alors, vous qui avez côtoyé, travaillé avec ce parti politique, de loin, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette crise-là? C'est une crise qui est normale. C'est une crise qui est normale. Voyez-vous, c'est le rassemblement des hommes. C'est tout à fait normal, sociologiquement parlant. Il doit avoir des problèmes. C'est ça. Il doit avoir des problèmes lorsque les gens auraient constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez-vous, donc nous ne pouvons pas nous opposer à ça. Ça peut se passer avec n'importe quel parti politique. Aucun parti n'est à l'abri de cette situation-là. Mais il faudrait que nous revoyions un peu nos copies, que chacun, n'est-ce pas, puisse gérer, n'est-ce pas, son parti politique avec probité. Bien, alors donc je voudrais aussi dire que ce parti politique avait vraiment des problèmes. Nous avons constaté des effritements, n'est-ce pas, du nombre d'élus en tant que députés. Bon, donc ça prouve que les valeurs s'amenuisent au niveau de ce parti politique. Donc il faut nécessairement se lever et reprendre les choses mieux pour que ça aille mieux. Donc, à partir de ce moment, moi, je n'ai rien apprécié. Je ne peux pas dire que c'est bon ce que les autres ont fait. Je ne peux pas dire que c'est mauvais aussi ce qu'ils ont fait. Mais ce que je voudrais dire, il faudrait que le père de la Renaissance du Bénin, je parle bien de Nicéphore Dido Soglo, soit au-dessus de la mêlée pour régler ces crises-là
pour que les choses redeviennent, enfin, rentrent dans les normes. C'est ça qui est plus important. Les problèmes sont nés, c'est vrai. Est-ce que nous allons polémiquer tout autour? Non, ce n'est pas bien. Mais ce que nous allons dire, c'est qu'il faudrait que les acteurs à divers niveaux puissent prendre des dispositions pour pouvoir, n'est-ce pas, régler ce problème-là afin que cela ne perdure pas. C'est l'essentiel que moi je veux. Puisque j'ai été membre de cette alliance et j'ai travaillé avec eux, ça c'est vrai. Bien sûr, il y a des insuffisances, mais je ne peux pas dire que ces insuffisances sont des insuffisances qu'on ne peut pas enregistrer dans d'autres partis politiques. Je ne peux pas le dire. C'est ça. Alors, je ne peux pas le dire, c'est vrai, mais il va falloir que cela serve de leçon à tous les autres partis politiques. Voilà. Quand il est temps d'organiser un congrès, qu'on l'organise. C'est ce que nous voudrons faire, maintenant nous autres, les 24 prochains, pour éviter des crises. Et il faut qu'on sache aussi que aucun parti politique n'est l'apanage de qui que ce soit. Tu peux être président aujourd'hui et ne pas l'être demain. Et qu'on copie ce qui se passe dans les grandes démocraties du monde. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut qu'on cesse, n'est-ce pas, de vivre en autarcie, qu'on cesse, n'est-ce pas, de vivre en royauté. Voyez-vous, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens vivent trop en royauté, n'est-ce pas, quand ce qui concerne la gestion des partis politiques au Bénin. Donc, ça doit être un exemple pour nous. Mais je suis sûr qu'ils viendront à bout de leur souffrance. Bientôt, ça va être réglé et le parti, la Renaissance du Bénin, ne sera pas disloqué. Oui, monsieur Félix Doussa-Dansou, on a aperçu dans la foulée l'ancien ministre candidat Zanaï au domicile de Léari Bénin-Soglo hier. Donc, à Cotonou, selon les indiscrétions, c'est qu'un accord politique pourrait être signé dans les jours à venir avec... Il n'y a pas de honte en politique, on dirait. Vraiment, je ne sais pas. Les gens prennent la politique comme de la poubelle. De la poubelle. Non, écoutez. Mais quand on dit politique, c'est des gens sérieux qui sont là. C'est des gens qui doivent être bien respectés. Parce qu'ils confèrent, n'est-ce pas, ce respect-là. Mais je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Je me rappelle, au moment des élections législatives dans ce pays, combien de fois ils ont jeté de la boue à Léari Soglo? Voyez-vous? Au moment des élections communales, comment ils ont jeté de la boue? C'est depuis 3 CI, c'est CP, ainsi de suite. Voilà, ils ont doublé, triplé, même le CI, et maintenant c'est le CP, tout ça. Nous allons faire si nous avons ça. Bon, aujourd'hui, on les voit ensemble. On ne sait pas ce que cela est en train de mijoter. Mais ce que je peux te dire, c'est ceci. Oui. Il va falloir que nous sachions garder raison. Et dans la vie, il y a le pardon. Oui. Il y a le pardon. Si quelqu'un revient, n'est-ce pas, sur sa position et voit que, bon, il avait mal agi par le passé, et il dit, bon, il faut la repentance, je me repens et je veux rester avec toi. Il n'est pas bon, n'est-ce pas, qu'on rejette. Parce qu'on peut regretter les actes qui ont été posés. C'est ça. Et quand quelqu'un regrette, il faut l'accepter. Voilà. Je me rappelle, au fur et à mesure, vous pouvez déjà intervenir dans cette émission, mesdames et messieurs, au 61 53 90 53 ou au 21 33 84 19 pour intervenir dans cette émission. Nous allons au fur et à mesure donc, répondre aux questions donc, des auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Alors, monsieur Félix Doussa-Dansou, on sait que, oui, apparemment, il y a déjà un premier auditeur. Le premier auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Mathieu Rontonou. Mathieu Rontonou. Oui, monsieur Hospice. Oui. Allez-y. Je salue monsieur Doussa. Oui. J'ai quelques questions pour vous. Oui, allez-y. Merci. Sur le social, est-ce qu'il a... Oui, allez-y. Monsieur Mathieu Rontonou. Il est coupé. Allô? Oui, allô, mais on vous reçoit très très faiblement, même pas du tout, parce que là, apparemment, il est supportable et qu'il y a quelques problèmes de réseau à son niveau actuellement. Oui, monsieur Rontonou va revenir peut-être
dans quelques instants. Nous allons continuer le débat. Alors, Rakokpa Boutoukhedo, je ne sais pas si on a quelqu'un en ligne, non, pas encore. Alors, donc, je parlais tantôt, M. Félix Dosadansou, que les organisations de la société civile exigent aujourd'hui la publication donc, des audits. Pour elles, c'est que la publication des audits par le gouvernement du nouveau départ sera donc l'expression manifeste de sa volonté d'opérer une véritable rupture. Aujourd'hui, pourquoi le gouvernement tarde justement à publier les audits? Bon, mais je pense que les gens doivent savoir quelque chose. Oui. Les audits permettent, n'est-ce pas, de voir la sénérité, sinon la bonne gouvernance, n'est-ce pas, des sociétés. C'est ça. Alors, s'il y a des manifestations... Oui, apparemment, c'est revenu. Hein. Oui, monsieur Mathieu, bonjour, rebonjour. Mais oui, rebonjour, monsieur Hospice. Oui, allez-y, très rapidement. Merci beaucoup. Quelques questions à mon invité. Oui, allez-y. Sur le social, est-ce qu'il n'aura pas la politique par rapport à ce qui est mis à la disposition dans le secteur social? Deuxième question. Selon nous, le temps file. Il faut aller au concret au lieu de se défendre, puisque ce que nous voyons sur le terrain, c'est le contraire. Alors, ne voyez-vous pas que c'est les mêmes pratiques que nous avions décriées qui continuent aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous avez à dire sur, à propos de l'honorable Ibadi en fait au bord à l'Assemblée? Oui. Merci beaucoup et très bon retour médical à vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci Mathieu, beaucoup. je vais vous répondre les questions tout à l'heure. Ne vous en faites pas, monsieur Félix Dosadansou. Donc, on parlait bien sûr des audits. Voilà. Oui, auditeur Annie, bonjour. Oui, bonjour, Oscar de Bravo. Oui, bonjour. Oui, c'est moi, c'est Sébastien Nyamosou. On m'appelle, je vous appelle de Missebo. Voilà, Sébastien Nyamosou, oui, allez-y. Oui, bonjour l'invité. Bonjour. Et ma première question, vous êtes un ancien politicien dans ce pays. Oui. Mais j'ai vu que vous êtes dans le soutien aujourd'hui. Oui. Parce qu'on vous connaissait pour votre temps parler. Merci Mais beaucoup. ma question est que tout ce que vous avez cité comme action pour le gouvernement aujourd'hui, nous avons constaté que tout est à l'étape du projet. À quand le démarrage effectif? Deuxième question, à cause du soutien, personne n'ose dire la vérité exactement au chef. Oui. Et c'est après la fin du mandat que tout le monde commence à attaquer les chefs, tout le monde soutient et tout est bon. Le peuple constate autre chose. Pour finir ma question, mes préoccupations, je vais vous demander l'accord cadre de la mairie. Vous savez bien que nous avons une loi sur la décentralisation. Oui. Et la loi sur la décentralisation a dit de donner des ressources à des communes et quitte après les contrôler. Et pourquoi aujourd'hui le chef de l'État veut faire autrement et vous êtes d'accord avec lui? Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sébastien pour votre intervention. Voilà, nous allons peut-être prendre un ou deux invités, auditeurs, avant de boucler donc cette phase-là. Peut-être en attendant, on peut continuer à répondre. Apparemment, oui, auditeur en ligne, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Ounou de Bravo. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Moussa Fataï de Ségué-Nord. Oui, Moussa Fataï. Bon, je dis bonjour à votre invité ce matin. Bonjour, mon frère. Oui, on vous a suivi développement. Ce que moi, je voudrais que vous expliquiez à nous, auditeurs, à nous, Béninois, à parler du PHG. Oui. Dites-nous, est-ce que l'argent, le fonds pour réaliser le PHG est déjà disponible ou pas? Deuxième, est-ce que le fonds que le gouvernement a débloqué pour le social, est-ce que c'est disponible ou pas? Comment on peut avoir ces fonds? Et expliquez-nous, les Béninois. Pour finir, je voudrais vous demander de dire à notre président que les artisans font partie de ceux qui l'ont amené au pouvoir. Et comment nous, artisans, comment nous pouvons vraiment être au parfum du PHG pour accompagner le président de la République? Puisque aujourd'hui, nous sommes des responsables des artisans et nous voulons envoyer plus d'informations pour que nous puissions accompagner le PHG. Je
vous remercie, Moussa Faté. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur Moussa Faté. Je pense que par rapport au secret de l'artisanat, nous allons recevoir tout à l'heure le conseil technique au commerce du ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Je crois qu'il va avoir plus de réponses par rapport à l'artisanat. Voilà, exactement. Alors, donc, peut-être un dernier avant donc, de vous remettre l'antenne pour que nous puissions donc, boucler cette première partie. Merci. Nous allons. Alors, apparemment, on ne me fait aucun signe de l'autre côté de la baie vitrée. Mais finalement, oui, Rock me fait un grand geste. Oui, auditeur en ligne, le dernier. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bon, je crois qu'il est parti sur la pointe des pieds. Alors, monsieur Félix Dossa-Dansou, oui, mais finalement, il est revenu. Voilà, c'est comme ça, la radio. Oui, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. À qui est votre honneur? C'est monsieur Zoumatou Alain. Monsieur Zoumanou. Zoumatou Alain. Ok, monsieur Alain. Je vous appelle depuis Sojatime. Sojatime, oui. D'accord. Oui, j'ai des questions à poser à votre invité. Oui, allez-y très rapidement. Oui. Première question. Je voulais vous demander, lorsque le chef de l'État a dit qu'il veut changer notre constitution, vous voyez, dans son campagne, maintenant, il est en train de dire, et aujourd'hui, en grosso modo, est-ce que vous voyez que le chef de l'État va encore amener ce projet de la révision de notre constitution à l'Assemblée? C'est ma première question. Deuxième question, je vais vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que le chef de l'État est en train de penser aux côtés de l'agriculture? Est-ce que c'est la réalité qu'on peut faire quelque chose pour mettre l'argent dans notre propre nourriture comme maïs et autres, et ça va être moins cher dans notre pays? Est-ce que vous pensez que le chef de l'État est en train de penser ça, la réalité que nous voyons? Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur Alain. Alors, nous allons, avant de répondre à cette question, aux différentes questions rapidement, vous savez que le régime du nouveau départ, c'est vrai, avait été accueilli par une série de braquages. Mais depuis que tout est rentré dans l'ordre, monsieur Félix Dossa-Dansou, même si on constate quelques zones qui sont encore à sécuriser, on a vu un peu le policier qui a été abattu à Kobli avant-hier, par des malfrats, c'est vrai qu'il... Mais il faut reconnaître que quand même il y a une certaine sérénité actuellement dans le pays. Oui, justement, et je pense que au moment où Patrice Talon avait pris le pouvoir, il y avait eu assez de braquages dès le début, mais rapidement les décisions ont été prises et puis ils ont rapidement pris les dispositions pour pouvoir contrecaler toutes ces difficultés-là. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs le gouvernement à décider que la gendarmerie soit désormais sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc, nous voyons aujourd'hui que la gendarmerie et la police sont tous ensemble et ils font le travail. La gendarmerie est à statut justement militaire, c'est faire. La police a fait la même formation, mais qui est plus réputée dans les enquêtes. Donc, à partir de ce moment, le travail pourrait être efficace. Et c'est ce que nous avons constaté depuis un certain moment, et nous constatons également que les effets, n'est-ce pas, de braquage et autres là ont largement diminué. Donc, nous, c'est un acquis au gouvernement. C'est un acquis au ministère de l'Intérieur, c'est un acquis, n'est-ce pas, pour Patrice Talon, et nous le félicitons. Nous demandons à ce que cela évolue davantage. Mais vous savez que ce qui s'est passé à Kobli la fois passée, ça fait mal, et nous présentons toutes nos condoléances à la famille éplorée. Et par rapport à ça, vous savez, quand et les malfrats te rencontrent là où il n'y a pas de police, là où il n'y a pas de gendarmes, eh bien, ils t'abattent, et ce n'est qu'après qu'on constate que voilà que de pareilles choses s'est passé. Donc, on ne peut rien, dans ce cas-là. Mais seulement, il faudrait qu'on réétudie, n'est-ce pas, le fin fond du Bénin pour voir comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir maintenir la sécurité. Et nous avons dit tout à l'heure que la gendarmerie est formée pour les zones périphériques. La gendarmerie est formée pour les zones rurales. Il va falloir que des décisions soient prises dans ce sens-là pour que, effectivement,
ces zones soient complètement encadrées, les zones périphériques de notre pays soient encadrées afin que ces genres de choses n'arrivent plus. Et ça, là, moi, j'adresse quand même toutes mes félicitations au ministre des Affaires intérieures et je lui demande de ne pas baisser les bras, de revoir les cadres pour que des analyses plus approfondies soient faites. Voilà. Alors, très rapidement, nous allons en 2-3 minutes répondre aux différentes questions. Il y a des contributions. Il y a M. Mathieu qui parle ici sur le plan social qui aura, est-ce qu'il n'y aura pas de la politique au niveau avec les 300 milliards dans le social. Le temps file, il faut aller au concret. Donc, monsieur, voilà, je crois que c'est très rapidement ce qu'il a dit. 375 milliards sera injecté dans le social, ça c'est vrai, avec le projet ARCH, ça c'est vrai, mais il faut qu'on sache que ce sont les hommes qui vont gérer, n'est-ce pas, ces projets. À partir de ce moment, moi, je pense que le président de la République, pour la gestion des projets de PAG, vous savez ce qu'il a fait? Il a créé des structures qui seront installées sous la tutelle de la présidente de la République. Ces structures seront chargées, n'est-ce pas, du suivi de la réalisation de ces projets pour que de n'importe quoi ne se passe plus sur le terrain. C'est pourquoi je vais dire à notre auditeur de se patienter, de toute façon, d'avoir confiance quand même au président de la République que nous avons. Ça ne sera pas comme avant. Voilà, c'est tout ce que je peux lui dire. Voilà. Alors, il y a également M. Sébastien qui parle ici des actions du gouvernement et il y a beaucoup de théories, vous l'avez quand même déjà répondu à cette question. Étape du projet, maintenant il faut aller au concret. Il y a l'accord cadre de la mairie, la loi sur la décentralisation. Ici, ils ont respecté la loi sur la décentralisation, le gouvernement, par rapport à cette convention-là, accord cadre avec la mairie. Mais le concret se révèle déjà sur le terrain. Quand nous voyons, n'est-ce pas, la production de coton cette année et qui est déjà au-delà de 400 000 tonnes, je pense que nous ne pouvons qu'applaudir. Nous ne pouvons qu'applaudir. Donc, la concrétisation se révèle déjà. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, parce que nous ne sommes pas dans ce domaine-là que nous allons dire que rien ne se fait, jamais. Beaucoup de choses se font. Bon, maintenant, le second volet de son intervention, je voudrais que vous l'appeliez cela. Oui, est-ce que la loi sur la décentralisation, voilà. Et ils ont respecté Voilà. Avant, l'État donne un numéraire de fonds à toutes les mairies pour la gestion à la base, pour les investissements. Vous voyez. Mais le président Patrice Talon a constaté que ces fonds sont insuffisants. Mais est-ce qu'il faut augmenter? Mais comment est-ce que cela peut se gérer? Parce qu'au cours des audits, on a constaté plein de choses. Vous avez dit tout à l'heure pourquoi on n'a pas publié les audits. D'accord? Les audits ne peuvent pas être publiés comme ça. Si on constate qu'on appelle des malversations, eh bien, il y a des structures qui sont chargées, n'est-ce pas, de faire face à ces malversations. C'est le tribunal. C'est la justice. Vous voyez? Par exemple, prenez le cas de Ségub. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Mais personne n'en parle. Ça aussi, c'est l'audit qu'on a fait là. On a constaté et on a confié le dossier, n'est-ce pas, à la justice. Et la justice est en train de faire son travail. Pour tous les autres audits, je pense que c'est la même chose. Voyez-vous? Donc, nous ne devons pas nous en faire. Pour les autres audits, les choses vont se révéler. Si quelqu'un tombe dedans, la personne sera prise par la justice. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de se coller parce qu'on veut avoir les résultats. Bon, si on a même les résultats des audits, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Mais il faut que les gens qui sont mêlés, n'est-ce pas, à ces malversations, ne soient jugés. Alors, rapidement, dernière préoccupation, est-ce que le chef d'État reviendra avec le projet de révision de la Constitution? Là, je ne peux rien confirmer ici maintenant parce que le chef de l'État a dit nous avançons. Nous n'allons pas nous cramponner sur la révision de la Constitution jusqu'à oublier les autres choses. Parce que quelqu'un a dit que vraiment, il faudrait qu'on aille vite. Qu'on aille vite. Ça, c'est vrai. Il faut qu'on aille vite parce qu'il y a trop de chômeurs. Le PAG a pour objectif de réduire la pauvreté, a pour objectif de réduire le chômage. Il faudrait que les activités
commence pour que, n'est-ce pas, les Béninois puissent souffler un peu. Donc, à partir de ce moment, nous n'allons pas nous accrocher à la politique de la révision de la Constitution jusqu'à oublier l'essentiel. Et je demande au chef de l'État de foncer seulement. Nous sommes derrière lui parce que vous savez que le monsieur dit je veux faire 5 ans et vous ne voulez pas que la personne fasse 5 ans. Alors, mais il a dit qu'il va aviser. Bon, alors. Monsieur Félix Dossa-Danso, président du parti politique Le Réveil, conseiller communal à la mairie d'Abomey-Calavi, président de la coopération décentralisée. 30 secondes pour votre mot de la fin. Non, je vais quand même dire que à toute la population de s'apaiser. J'ai suivi aujourd'hui quelqu'un qui a dit que les Béninois ne mangent plus à leur faim, tout ça là. Le président de la République ne peut qu'agir selon son programme d'action. D'accord? À travers le programme d'action, les choses vont se remettre sur les rails. Que les gens prennent leur patience, n'est-ce pas, à demain. Et qu'ils sachent que n'importe comment les choses ont démarré et les choses iront mieux. Une fois que les premières choses ont été faites, tout ce que nous avons cité par Asukra, ça ira très bien. Et ceux qui sont en train de décrier le président de la République aujourd'hui, demain vont l'applaudir. Parce que les choses iront mieux qu'avant. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première partie de votre émission 4 sur table. Monsieur Félix Dossa-Danso, merci d'avoir été là et on va vous retrouver dans les prochains jours, pourquoi pas? Absolument, si vous m'invitez, je serai là. Il n'y a pas de souci. Pas de souci aussi. Mesdames et messieurs, nous allons donc observer une pause musicale pour permettre à notre second invité de s'installer confortablement dans ce studio. Il s'agit de monsieur Shakirou Tidjani. Il est le conseiller technique au commerce du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'artisanat.